Bonjour Gaëlle, Comment tu vas, Stéphanie? ça va, je te remercie et toi? Très bien. Et je suis très contente de te retrouver pour ce nouveau protocole, donc le protocole numéro 45, dont tu ne C'est connais pas parti. le thème. Non, pas du tout. Exactement. Quand tu es prête, on y va. Je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu arriveras dans l'état parfait et idéal pour toi pour aller mener cette investigation. Et je commence. À 5. Commence par simplement laisser ton corps se relâcher, se relaxer à son rythme. Tu peux prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Tu peux prendre à nouveau une profonde inspiration et une profonde expiration. Et à chaque inspiration, tu peux visualiser cet oxygène que tu inspires, qui vient parcourir tout ton corps et relâcher tous tes muscles. 4. Tu peux en profiter pour moduler tes fréquences au niveau parfait et idéal pour toi. 3. Tu peux moduler tes fréquences de manière à les faire circuler complètement et parfaitement dans ta sphère énergétique, dans tout ton corps énergétique. Et toutes les énergies positives qui te plaisent, qui te conviennent. La tranquillité, la sérénité. 2. Plus ton esprit s'apaise et s'allège, tu te sens devenir de plus en plus légère, prête pour aller mener cette enquête. 1. Comment tu te sens, Stéphanie? Je me sens bien. Tu te sens bien. Ok. Stéphanie, je vais compter de 1 à 3 et tu vas pouvoir te connecter au mot poltergeist. 1, 2, 3. Connecte-toi au mot poltergeist et dis-moi ce que tu vois ou perçois. Là, en fait, ça me montre... Enfin, j'ai deux images, en fait. J'ai une première image où c'est un groupe d'enfants qui regardent un livre et qui jouent à se faire peur. C'est-à-dire que, voilà, poltergeist, ça parle d'histoires de fantômes et ça fait peur. Et ça fait sourire en même temps. Et l'autre deuxième image, c'est comme un, tu sais, une espèce de fantôme de la mort, en fait, avec sa faux. Fantôme de la mort avec sa... Enfin, le fantôme de la mort avec sa faux, ouais. Tu peux m'en C'est dire comme plus? si c'était deux images un peu superposées. Voilà. C'est plutôt figé, donc je peux pas vraiment t'en dire plus. Euh, mais c'est comme si, en fait,
ce fantôme regardait ce groupe d'enfants. Ok. Quelles sont les conditions et facteurs qui permettent que le phénomène de poltergeist se produise? Alors, là, en fait, ça m'emmène dans un bâtiment en vieille pierre. Et ce que ça me montre, c'est que c'est comme s'il y avait beaucoup d'énergie, en fait, emprisonnée, de fréquences vibratoires basses, qui font que ça crée comme un... Je vois que les énergies, elles secouent, en fait. Elles vibrent. Oui, elles vibrent, en fait. Elles vibrent à fréquence basse et ça crée comme des failles. Comme des failles. Mm. Les C'est vraiment phénomènes... ce que je vois. Oui, vas-y, continue. Dis-moi, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, juste que c'était vraiment comme s'il y avait une faille devant moi, en fait, dans cette image. Ok. Mm. Les phénomènes de poltergeist peuvent-ils être liés aux conditions psychiques, aux états de conscience d'un sujet, à une période spécifique de sa vie? Oui ou bien non? Moi, j'ai plus l'impression que c'est le lieu où ça peut se passer énergétiquement parlant, qui attire des personnes qui sont affaiblies énergétiquement parlant. Je ne sais pas si je suis claire, mais Pour moi, oui. c'est plutôt l'inverse de ce que tu viens de dire, en fait. C'est le lieu où ça se produit qui attire les personnes plutôt que les personnes qui attirent le phénomène. Alors, trouve une personne qui vit un poltergeist avec sa permission. À mon 3, pénètre dans son corps et dis-moi ce que tu perçois et visualises. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Avec sa permission. À mon 3, pénètre dans son corps et dis-moi ce que tu perçois et visualises. 1, 2, 3. Alors, c'est un jeune homme. Mhm. C'est comme si tu m'as dit d'être dans son corps, donc je suis dans son corps. Oui, Mais pour comprendre où je suis, je regarde un miroir, pour très bien. comprendre l'environnement. Et il y a comme des trous, des impacts en fait dans sa sphère énergétique. Je vois qu'il y a des vibrations basse fréquence. J'ai surtout la peur et la colère. Et il est pâle, mais énergétiquement parlant, hein, il est pâle. Autre chose? Oui, je vois du coup comme une conscience qui vient se coller à lui en fait, comme euh, par le mot qui me vient, c'est mimétisme énergétique en fait. Ils vibrent à la même fréquence tous les deux. Sauf que j'ai d'un côté ben, ce jeune homme qui est vivant, humain, et l'autre qui est désincarné en fait. Et c'est le désincarné qui crée des phénomènes de poltergeist. Autre chose? C'est comme si il venait chercher sa colère. Il se calque sur sa colère parce que lui-même, le désincarné, hein, est en colère. Et ça lui donne comme des impulses pour faire bouger certaines choses.
dans la maison. Ok. Déconnecte-toi de cette personne. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Déconnecté. Mm. On remonte tes fréquences. Prends le temps pour toi. Je compte de 1 à 3 si tu as besoin. Oui, compte. Ok. Je compte de 1 à 3 et tu vas simplement remonter tes fréquences au niveau parfait et idéal pour toi. Et je commence avec le 1. Prends le temps de remonter tes fréquences au niveau parfait et idéal pour toi, de manière à te sentir parfaitement bien dans tes énergies propres. 2. Sens-les qui remontent au niveau parfait, idéal pour toi. Toutes les fréquences positives qui te plaisent, dans lesquelles tu aimes te sentir. 3. Comment ça va? Ça va bien. Remonter? Ok. Dis-moi, quelles ondes cérébrales sont présentes lors d'un poltergeist? Ondes alpha, delta, theta? Alpha. L'onde cérébrale que tu perçois, alpha, est-elle liée au phénomène de poltergeist que la personne subit? Oui ou non? Non. Non? Non. Ok. Quelles manifestations peuvent se produire à l'endroit où un poltergeist a lieu? Je vois toutes sortes de manifestations. Ça passe autant par les manifestations perceptibles dans le physique que dans une baisse d'énergie fréquentielle. C'est-à-dire même quelqu'un qui a un taux vibratoire assez haut peut sentir un à-coup, en fait, une chute. Et je vois que ça peut aller jusqu'à un phénomène de possession. Il y a vraiment différents degrés, différents niveaux, suivant l'énergie aussi qui se dégage du phénomène en lui-même. Tu as des manifestations en particulier autres à nous décrire? Bah là, ce que je vois, c'est que un phénomène tu sais, quand il y a ces planches Ouija et qu'on fait appel à une énergie pour que le Ouija bouge, ça peut être aussi considéré comme un phénomène poltergeist, en fait. Moi, je retrouve en fait la concordance, tu vois, en termes d'impact et en termes de présence. Mais à chaque fois, je retombe sur un phénomène avec une conscience. C'est-à-dire, tu me dis poltergeist, quel que soit ce que je vois, il y a une conscience qui est en jeu, hein, qui est active. L'autocombustion peut-elle être générée par un phénomène de poltergeist? Oui. Oui, mais pour le coup, là, ce que je vois, c'est que il y a, il y a pas que un poltergeist, il y a aussi des entités qui sont derrière, en fait, qui influent sur le système et sur le principe en lui-même. Tu vois, le terme qui me vient, c'est comme si il y avait un phénomène de punition.
phénomène de punition. Mm. Peux-tu décrire comment un objet est-il déplacé? Ça me montre comme le corps éthérique d'un désincarné qui peut, par certains moyens, dégager en fait une énergie. Et je vois vraiment un flot d'énergie qui part et qui bouge l'objet en fait. Donc c'est quelque chose de violent, ça peut être quelque chose suivant la vibration qu'il y a derrière en fait. Suivant si c'est et suivant qui donne l'ordre aussi, qui dirige. Parce que je vois aussi comme des ponts avec des entités qui sont en lien avec une conscience désincarnée, hein. Du coup, c'est vraiment un impulse d'énergie. J'entends des rires derrière. Je te lis une phrase. Hmm? Donc, je vais te lire une phrase. Le poltergeist, traduit de l'allemand, signifie esprit bruyant. Il est connu depuis l'Antiquité, mais il existe des traces documentées de ce phénomène au Moyen Âge, dans les périodes ultérieures jusqu'à nos jours. Y a-t-il des différences de manifestation du phénomène au fil du temps? Oui ou non? Non, parce que c'est juste une dénomination qui peut différer, mais le principe énergétique est le même. Quand je te parlais du Ouija tout à l'heure, pour moi, ça, c'est apparenté au phénomène poltergeist, alors que d'autres te diront que non. Voilà, c'est vraiment de la terminologie, quoi. Les humains peuvent-ils subir une possession à la suite de phénomènes de poltergeist? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure déjà. Oui. Oui, oui, parce que je vois vraiment que ils prennent place, en fait. Je vois vraiment... ça me montre une scène en particulier, un exemple, en fait, où c'est comme si je voyais un désincarné qui est resté ancré avec son vécu dans une vie de roi. Et en fait, donc il est la source de phénomènes bruyants, voilà, de phénomènes dans un château. Et je vois en fait qu'il prend place dans un homme. Vraiment, c'est comme d'enfiler un gant. Et, et la personne humaine va, dans le physique, se mettre à être attirée par les choses historiques, vouloir comprendre certains phénomènes d'époque, alors qu'ils s'y intéressaient pas forcément. C'est plus de cet ordre-là, en fait. Comme si ses questionnements et sa personnalité commençaient à changer, à s'altérer. Mais c'est vraiment euh, jusqu'à s'installer, quoi. Si tu regardes, dans quel cas risque-t-on la possession? Déjà, ça me montre que vraiment il faut qu'on lui laisse une place à cette possession. C'est-à-dire que deux personnes qui iront à la rencontre de ces phénomènes ne réagiront pas forcément de la même façon. C'est-à-dire qu'une possession peut être possible pour l'un et pas pour l'autre,
parce qu'il laisse une place, il y a une faille. Il y a une faille et la conscience, en fait, ne fait pas barrage. Et ce que je vois aussi, c'est que il peut y avoir aussi un phénomène de possession par entité qui du coup va laisser comme une place supplémentaire pour un désincarné. Comme si ça allait alourdir le corps physique et servir à l'interférent. Mais en tout cas, il est question voilà, de faille et d'autorisation, finalement. Parce que je vois que pour une personne, c'est éjecté, c'est non mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? C'est juste pas possible. C'est pas ta place, quoi. Et un autre qui est presque curieux et qui se laisse envahir. Et si tu continues de regarder ça, qu'est-ce qui... Décris-moi ce qui pourrait arriver. Ben là, en fait, je vois comme une forme qui rentre en fait dans le corps, qui prend place, qui se loge. Là, elle est en train de se loger dans le ventre d'un homme. Et c'est un désincarné, là, en l'occurrence, et il parle, il jacasse, il fait que ça. Il parle. Et pour la personne physique, ça fait comme une pollution, en fait. Comme une pollution, c'est extrêmement désagréable. Ça peut, je vois que ça peut déclencher comme c'est pas des acouphènes, mais il y a comme un truc qui dérange, quoi. En tout cas, c'est pas agréable du tout, ça c'est clair. Son espace est envahi. Ok. Y a-t-il des personnes qui soient au courant d'informations importantes concernant le phénomène poltergeist et qui n'ont jamais divulgué leur savoir? Oui ou non? Oui. Alors, de quoi ces personnes sont-elles au courant? Pourquoi est-ce qu'elles ne partagent pas leur savoir? Je vois, c'est comme si c'était à travers les âges, en fait, hein, sur le fil, sur un fil de temps. Il y a plusieurs personnes comme ça. Comme si ils avaient une vision double, c'est-à-dire qu'ils voient le monde physique, mais ils voient aussi le monde éthérique. Du coup, ils comprennent les phénomènes, ils arrivent à les décrypter, ils font des recherches, des expériences, et soit ils ne partagent pas. Alors, je vois, il y a X mille raisons pour lesquelles ils ne pourraient ne pas partager, mais là, c'est, on va dire, les principales raisons. C'est soit parce que l'entourage est hermétique et ils n'ont pas envie d'être pris pour des fous. Je vois certaines périodes de l'histoire, ils préfèrent garder ça pour eux. Soit parce que à d'autres époques, on les empêche en fait de parler, de divulguer. Je vois comme un phénomène d'entité qui crée des interférences, qui sabotent, qui ils font en sorte que les rouages soient grippés pour pas que ça avance, pour que ça décourage et pour pas qu'il y ait de divulgation trop importante. Ça nuirait à leur système en fait. Après, je vois d'autres personnes qui divulguent, hein. Surtout, là, je suis plus dans notre époque, hein. Voilà, ils parlent, ils divulguent. Je vois des vidéos, des médias, ce genre de choses, mais ils sont discrédités en fait. Ils sont pris pour soit pour des charlatans, soit pour des rigolos. Mais voilà, en tout cas, ils ont des bâtons dans les roues. Ok. Alors, de 1982 à 1988,
3 films intitulés Poltergeist 1, 2 et 3 ont été tournés. Durant cette période, plusieurs personnages qui faisaient partie de la troupe des 3 films sont morts. Mhm. Y a-t-il un lien entre le sujet Poltergeist traité dans les films et la mort de ces artistes? Oui, je vois un lien. Lequel? Quand tu m'as dit ça, en fait, c'est comme si l'un d'eux avait avalé, ça me- c'est vraiment le terme, hein, Avaler quoi, tu dis? une forme de science, en fait. On retombe sur un cas de possession, enfin sur un, voilà. Et Tu peux répéter? ouais, je vais répéter. Quand tu m'as posé la question, que tu as expliqué en tout cas ces cas, ça m'a montré l'image d'une personne qui, c'est comme si elle avalait en fait une forme de vie. Et on est vraiment sur une possession, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment en lien avec le sujet parce que je trouve que les énergies sont extrêmement fortes et nocives. Il y a beaucoup de tensions et il y a des phénomènes effectivement qui sont comme décuplés. Donc je vois cette entité qui rentre en fait dans l'un d'eux et qui crée des troubles. Là, moi, ce que je ressens, c'est au niveau du cœur, hein, trouble cardiaque. Après, je ne sais pas de quoi ils sont décédés, mais c'est ce que je ressens là tout de suite. Mais pour moi, oui, c'est carrément lié. Autre chose sur cette dernière question? L'énergie, elle est juste épouvantable. Je sais, je sais, je sais. Ah ouais, c'est mortifère, ça vibre très très bas. Je pense qu'ils ont eu des problèmes de matériel aussi. Je pense qu'ils ont eu des problèmes de personnes absentes, des retards. C'est le sujet, hein, c'est le sujet qui crée comme un égrégore. En tout cas, ouais, c'est assez puissant. Ouais. Voilà. Ok, bon. Déconnecte-toi de Ouais. cette scène, Mhm, des informations sur ce film. mhm, On a fini pour ces questions-là, pour le mhm, protocole. Comme tu sais, on passe à la partie où on peut aller enquêter librement. Est-ce qu'il y a mhm. quelque chose que toi, tu as envie de rajouter par rapport à tout ce qu'on a vu et tout ce que tu as déjà communiqué comme information? Mais si tu veux, je revois cette scène avec ces enfants qui regardent ce livre du tout début. Oui. Et ce qu'ils ressentent, c'est à la fois un mélange de peur et d'excitation qui crée comme des petits picotis dans leur ventre. Tu vois, on joue à se faire peur. Et en fait, c'est vraiment cette énergie-là qui est utilisée, c'est-à-dire que sous prétexte de s'amuser, on va amplifier la peur. Et après, cette peur est utilisée à différentes fins, voilà, par soit des entités, soit des désincarnés, soit n'importe quelle énergie qui vampirise. Mais il y a ce sentiment d'excitation où on dit, oh, si je suis comme ça dans l'excitation, ça peut pas me faire de mal. Et ben, j'ai l'impression quand même que si, parce que derrière, il y a la peur et c'est quand même puissant. Voilà. Mhm. Moi, après, j'ai une autre question, Stéphanie. Mhm, Tu parlais tout à l'heure du fait que lorsque l'énergie est emprisonnée, ça crée des failles et c'est ce qui amène ce phénomène-là dans certains lieux et mhm, ensuite ça attire certaines personnes. mhm. C'est bien ça? Oui. Tu peux me dire, toi, t'attarder sur une scène en particulier ou plus largement, de Mhm. me dire comment cette énergie se retrouve emprisonnée à tel point que ça crée une faille? Alors, la faille, pour moi, elle est sur la personne, elle n'est pas sur le lieu, D'accord. Oui. déjà, hein. Euh,
Tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Oui. Tu parlais du fait que certaines énergies se retrouvent emprisonnées dans le lieu et qu'ensuite c'est ça qui va favoriser ce phénomène. Et pour qu'on arrive à ce stade-là, comment se retrouve enfermée cette énergie qui provoque ensuite ce phénomène de poltergeist? En regardant une scène en particulier ou plus largement? Ça me montre comme une limite, en fait, tu vois, comme une... c'est pas tout à fait une sphère parce que ça ressemble plus à comme une espèce de tornade en réalité, mais la sphère est là pour me montrer que ça délimite, en fait. Ça délimite vraiment sur un lieu. Après, pourquoi sur certains lieux? Je vois que énergétiquement parlant, il y a beaucoup de mouvements, tu vois. Il y a soit beaucoup de passages, soit, alors quand je dis passage, c'est-à-dire beaucoup de vie à travers l'histoire et beaucoup de fréquences qui peuvent s'accumuler en fait. Ensuite, ça peut être des lieux également où on a une espèce de... C'est pour ça que ça montrait une tornade de vortex énergétique qui décuple en fait les énergies. Je vois que les entités elles sont super friandes de ces lieux-là. Ça décuple, s'en servent. Donc du coup, ça peut être, tu vois, quand je te disais la première partie, première partie de mon explication, c'est quand il y a de la vie en fait qui circule et beaucoup de passages étaient plus, tu vois, par exemple dans un château qui va traverser l'histoire, qui va être la scène de vraiment beaucoup d'échanges, de va-et-vient, de fréquences plus ou moins basses. Et quand je te parle de vortex, ça peut être plutôt dans une habitation où on ne retrouve pas une histoire extraordinaire, mais c'est un lieu où c'est quand même, tu sais, quand on dit des lieux chargés, Oui. voilà, c'est ça en fait. Et regarde, un vortex, à un moment donné, comment ça se crée? Je vois que c'est en rapport avec la Terre, comme une énergie dans la croûte terrestre. Et il y a un rapport terre-ciel, tu vois. Oui. Ce serait presque plus, tu vois, en termes de géobiologie, on peut retrouver ces phénomènes. Et du coup, voilà, je vois certains lieux où ces vortex, on les retrouve vraiment loin dans la Terre, en fait. Et l'énergie, elle... Tu vois comment un cyclone se forme par rapport à l'atmosphère, en fait. Oui. Et bien là, c'est exactement pareil. Et si tu regardes, toujours en tant qu'observateur, qu'est-ce Mhm. qu'il provoque, qu'est-ce qu'il fait? Il décuple. Il décuple les énergies. Du coup, suivant l'énergie qu'on y met, ou tu vois, ou dans tout cas de ce qui circule autour, on va se retrouver avec quelque chose qui peut être une énergie que je dirais positive, qui est décuplée, ou alors totalement l'inverse, qui va décupler les énergies négatives et qui va favoriser les égrégores et l'utilisation pour des fins moins enthousiasmantes. Tout dépend vraiment qui utilise et qui s'y trouve. Mais je vois quand même que c'est utilisé. Je suis vraiment attirée par le côté on décuple les énergies négatives, tu vois, pour
pour créer encore plus, tu vois, faire tourner, c'est marrant, ça montre comme de faire tourner des machines en fait, des machines éthériques, tu vois. Mhm. Peux-tu te rapprocher d'un moment, d'une scène en particulier et voir quel est le but de celui qui utilise l'énergie pour faire bouger un objet? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a une personne désincarnée ou bien entité? Alors là, je vois une scène Oui. qui est digne d'un film d'horreur. C'est Raconte. épouvantable. Ah ouais. C'est vraiment, alors j'ai l'impression d'être dans les années 80 parce que je vois cette espèce de téléphone, tu sais, encore avec des. Par contre, il y a des touches, mais il y a encore ce fil en tortillon là, Mhm. branché. Et je vois que tout vole en fait. C'est très puissant et je vois ce téléphone qui est explosé contre le mur. Je vois un lit dans une chambre qui bouge et je vois la personne qui est censée dormir dans ce lit euh, carrément collée au mur en fait. Collée au mur. Ok. Euh, et, euh, et là, c'est un phénomène de colère, mais c'est de la colère extrêmement forte. Et c'est une entité qui... Alors attends, entité... Ouais. C'est une entité. Hmm. Et pourquoi? C'est juste une expression de sa colère? Non, c'est comme si... c'est comme si cette entité est en colère, Mhm. comme si on lui a volé quelque chose et elle supporte pas. Et de toute façon, en échange, elle récolte la peur. Mais c'est une peur décuplée fois XXX, hein, parce que quand tu es collé au Mhm. mur, La personne n'est pas possédée à ce moment-là? Elle n'est pas déjà possédée? non, Ok. l'entité est à l'extérieur. Par contre, là, c'est comme si elle colle la personne au mur, tu vois ce que je veux dire, mais Oui. elle est quand même à l'extérieur. Elle n'est pas possédée, non, Ok. pas encore. Je cherche ma prochaine question. Tu peux m'aider à me déconnecter, parce que Déconnecte. je... Merci. Déconnecte. Reviens à toi, reviens Oui. à tes fréquences. Ok. Déconnecte-toi de cette scène. Reviens uniquement à toi et à tes Ouais. fréquences. Écoute, j'ai pas d'autres questions particulières. Dis-moi si tu as quelque chose à ajouter. Ça me fait beaucoup penser au thème d'Halloween. Ça me ramène à ça, je sais pas pourquoi. Mais tu sais, je suis restée à cette histoire de on joue à se faire peur. Mhm. Et Halloween, c'est ça aussi. Oui, c'est Et clair. ouais, c'est on va jouer avec les énergies mortifères pour rigoler. Mhm. Et pour se faire peur, et pour faire peur aux autres, qu'on soit le plus effrayant possible. Et voilà, on a beau rire et bien se marrer. Sort, c'est vraiment c'est très basse fréquence. Ouais. Autrement dit, il y a un impact. On a beau se faire peur, mais derrière, il y a un impact, potentiellement. Ouais, ouais, complètement. Ouais, énorme même, énorme. Mhm. Énorme parce que ouais, même le phénomène de poltergeist, hein, il est tellement répercuté partout. Mm. Voilà. Ok. Rien d'autre à ajouter? Non, c'est bon. On quitte tout ça, on revient? Oh oui. Oh oui. Ok. Alors, déconnecte-toi de tous et de tout, de toutes ces scènes, de tout ce que tu as vu, de tous ces lieux. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Ok. Et je vais compter, je te fais un décompte de 5 à 1. Ok. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas revenir dans le présent en pleine forme pour poursuivre cette journée. Tu peux revenir à tes fréquences à 5. Reviens à toi, ton espace personnel, à tes énergies propres,
où tu peux commencer à moduler pleinement, complètement toutes tes énergies, à les monter au niveau qui te plaît, pour te sentir parfaitement bien dans ta sphère énergétique, dans ton corps énergétique et puis dans ton corps physique. 4. Et continue de moduler ces fréquences, de te sentir légère, apaisée, tranquille, en sécurité, dans des fréquences de joie, de bonheur, en parfaite harmonie à l'intérieur et à l'extérieur. 3. Et laisse circuler librement, complètement, parfaitement toutes ces énergies agréables et positives à l'intérieur de ta sphère. Laisse-les harmoniser complètement, pleinement. Et plus tu ressens ces énergies agréables et positives à l'intérieur de toi, et plus ton corps physique peut se régénérer. 2. Tu peux revenir dans ton corps physique, ressentir à nouveau cette connexion avec toutes les parties de ton corps, tes muscles, un à un, et tu peux commencer à ramener du mouvement aux extrémités de ton corps et te sentir en pleine forme. Et à 1, tu peux ouvrir les yeux et me dire comment ça va, Stéphanie. Très bien, je te remercie. Bienvenue. Oui, je suis là. Non, ça va. Ça va, Va? tout va bien. L'image est bloquée. Ah, ça y est, je te retrouve. Ah, le sourire, très bien, le Non, je rire. suis là, tout va bien. Tout va bien, parfait. Bon, je vais couper l'enregistrement. Merci Mhm. Stéphanie d'avoir répondu à ces Merci à questions. toi. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua eccetera. Ma non solo.
Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate
da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.